Salut tout le monde, moi c'est Karim et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le logement, le besoin numéro 1, donc l'opportunité numéro 1. On aura toujours besoin de se loger. Maintenant, il y a cette question qui revient souvent. Quand on veut investir dans de la pierre, résidence principale, oui ou non? Donc la résidence principale, voyons voir ce qu'en pensent les experts. Premièrement, la résidence principale pour moi est un passif, ça n'est pas un actif, ou en tout cas si c'est pas un passif, c'est pas non plus un actif parce que ça rentre pas dans tous ces critères qui composent l'actif. C'est pas intéressant de pouvoir, c'est pas intéressant d'acheter ta résidence principale. Il faut savoir une chose, si vous voulez acheter votre résidence principale, encore une fois ça n'a aucune importance, c'est votre choix. Mais vous ne vous enrichirez pas avec votre résidence principale. Pourquoi est-ce que la résidence principale est le pire investissement immobilier qui soit? Eh bien tout simplement parce que lorsque vous êtes propriétaire de votre résidence principale, il y a de fortes chances acheter cette résidence principale sur un coup de cœur. The single family home is one of the biggest rip-offs ever in this country. Buying a house is one of the dumbest fucking things a human being could do with their money. Why is that? Because it's one door and you're paying for it. You buy it and you got to pay for it. So we buy real estate that we don't have to pay for. I rent where I live. Okay. And all my cash goes into properties that pay me back. Alors, je pense que vous avez deviné un peu la réponse vers laquelle on penche le plus. Non, vous avez très bien vu, Grant Cardone, il loue sa résidence principale et il investit dans du locatif. Mais maintenant, si on n'a pas de capital et si on n'a pas forcément les moyens de Grant Cardone ou d'autres, est-ce qu'on peut toujours quand même investir? Alors oui et non, mais grâce aux différents effets de levier qui existent, oui. Vous l'avez sûrement deviné, mais allons voir ça ensemble. L'immobilier, le pilier le plus safe et le moins risqué. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de tangible, de touchable, de la pierre tout simplement. Dans l'immobilier, grâce à la banque, on peut emprunter jusqu'à 110%, c'est-à-dire avec zéro apport. Alors oui, j'ai dit zéro apport, mais ça ne veut pas dire zéro argent en compte bancaire. Il faut avoir un dossier solide, une situation professionnelle stable. Et si par malheur, par malchance, tu ne rentres pas dans les cases, tu peux trouver quelqu'un qui rentre dans les cases et t'associer avec lui et faire une affaire où vous serez gagnant-gagnant. Une erreur en immobilier peut te coûter des dizaines de milliers d'euros, mais la bonne information peut te faire économiser des dizaines de milliers d'euros. Et la bonne affaire ne se trouve pas, elle se crée. Il faut donc viser des biens immobiliers avec plein de travaux. Pourquoi plein de travaux? Parce que ça va nous permettre de leur donner plus de valeur après, de les acheter en dessous du prix du marché et d'avoir une plus-value plus importante si on décide de revendre derrière. Ce qui va nous permettre de mettre en avant des produits plus beaux, plus chers, qui vont se louer plus vite, que ce soit en colocation ou en courte durée. Mais après, ça dépend de votre ville et de la stratégie que vous voulez utiliser. Dans tous les cas, il faut que votre chiffre d'affaires mensuel, c'est-à-dire loyer plus les autres services que vous vendez, soit supérieur aux dépenses, c'est-à-dire crédit plus toutes les autres charges qui vont avec. Et la différence entre les deux est ce qu'on appelle un cash flow. Vu que le cash flow est la différence entre le chiffre d'affaires et les dépenses, pour l'agrandir, il suffit ou d'augmenter les revenus ou de réduire les dépenses. Et on va voir ça ensemble. Donc pour augmenter les revenus, c'est simple, il suffit de proposer des produits plus haut de gamme que ce qu'il y a sur le marché, des appartements sexy, des appartements coup de cœur, des appartements qui vont se louer plus facile, plus cher, avec moins de turnover. Pour baisser les dépenses, on va voir de quoi est composée la dépense. On a les crédits et les différentes assurances. Le crédit, on peut le réduire. Comment? Le mieux est de viser une durée plus longue. Donc plus la durée est longue, moins le crédit est important. Et moins le crédit est important, plus le cash flow devient de plus en plus intéressant. Tout dépend de la stratégie que vous voulez mettre en place et de vos objectifs parce qu'il existe plusieurs manières d'exploiter un bien en immobilier et nous allons voir ça ensemble. La location nulle, une des stratégies la plus simple à mettre en place, mais pas la meilleure en termes de rentabilité ni de fiscalité d'ailleurs. Location meublée classique. Alors une stratégie plutôt facile à mettre en place, une bonne rentabilité, meilleure que celle qu'on a vue dans la location nue et surtout si on arrive à créer la bonne affaire. La colocation. Alors la stratégie qui réduit énormément le risque. On a plusieurs sources de revenus différentes. Ça fait que le risque est divisé par ces personnes. Donc si, imaginons, il y a un mauvais payeur parmi la colocation, il reste au moins les autres qui vont compenser.
Donc on n'est plus un loyer par mois, mais on est à plusieurs loyers par mois. Donc plusieurs sources de revenus et moins de risques. La location courte durée, une des stratégies les plus rentables, si ce n'est la plus rentable, avec un risque proche de zéro, mais je vous l'accorde avec beaucoup plus de turnover. Mais ce n'est pas plus mal car ces turnovers nous permettent d'avoir une vision sur l'état de l'appartement durant toute l'année. Grâce au check-in, check-out, au ménage, on sait ce qui se passe dedans et c'est pas comme les autres stratégies où on loue et on vient découvrir l'appartement après 1 an, 3 ans ou 9 mois. Maintenant qu'on connaît les différents types d'exploitation, il est temps de préparer son dossier et d'aller faire le tour des banques pour voir avec laquelle ça va matcher. Donc les profils pour qui ça va être beaucoup plus facile de matcher avec les banques, ça va être les CDI, les fonctionnaires, les entrepreneurs depuis plus de 3 ans, le propriétaire de leur résidence principale, forcément, c'est des critères que la banque exige tout simplement. Et les profils qui vont être moins favorables, on va dire, ça va être les étudiants, les CDD, les intérims, ceux qui n'ont pas d'emploi stable en fonction de la banque, les jeunes, les nouveaux jeunes entrepreneurs. Par contre, ce n'est pas parce que vous n'avez pas le bon profil que ça veut dire que vous ne pouvez pas investir. Il y a d'autres moyens, vous pouvez vous associer, vous pouvez toujours trouver des idées pour entrer quand même dans le milieu en vous basant sur votre relation ou sur vos contacts, ou si vous avez déjà travaillé, si vous avez un peu d'apport des fois. Alors le mieux c'est d'investir toujours sans apport, mais si ça va être un ingrédient qui va rajouter un point positif à votre banque, alors oui, autant le faire, vaut mieux investir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de vous abonner, d'activer la petite cloche et pour recevoir toutes les notifications à chaque nouvelle vidéo. Et je vous dis à une prochaine. Ciao!